Bonjour à vous, bienvenue à Conversation sur l'arthrite, les médicaments pour traiter l'arthrite inflammatoire. Je suis Isabelle Robillard, spécialiste mission à la Société de l'arthrite du Canada. Merci de vous joindre à nous ce soir. Puisque nous nous réunissons pour cet événement à partir de nombreux endroits, je tiens à souligner que le territoire sur lequel je me trouve est le territoire traditionnel des peuples Kanien'kehá:ka, Mohawk Nation et Haudenosaunee. Je suis reconnaissante d'avoir la possibilité de travailler et de vivre sur ce territoire avec des gens de toutes les cultures, identités et origines. Puissions-nous ensemble bâtir une communauté fondée sur l'équité, la diversité et l'accès à la santé pour tous. Avant de commencer, voici quelques informations logistiques. Ce webinaire sera beaucoup plus facile à visionner sur un ordinateur portable ou de bureau. Si vous éprouvez des difficultés techniques, n'hésitez pas à envoyer un courriel à questions@arthrite.ca. Pour adresser votre question à notre invité, cliquez sur Questions-réponses au bas d'écran. Nous essaierons de répondre au plus de questions possibles à la fin de la présentation. Vous pouvez aussi cliquer sur la fenêtre Converser qui se situe aussi au bas de votre écran pour échanger avec d'autres participants et avec les modératrices de la Société de l'arthrite du Canada. Pour quitter la boîte de conversation, cliquez sur l'icône rouge dans le coin gauche de la fenêtre. Le webinaire est enregistré et nous vous ferons parvenir un lien vers l'enregistrement et les diapositives qui seront présentées ce soir dans les prochains jours. Je tiens à remercier Pfizer et tous nos autres commanditaires de la série de webinaires Conversations sur l'arthrite de nous offrir ce privilège de poser nos questions à un expert. Alors, au Canada, plus de 6 millions de personnes vivent avec différentes formes d'arthrite. Bien que les médicaments ne soient qu'une des options de traitement de l'arthrite, ils constituent souvent un moyen efficace de soulager la douleur, de réduire l'inflammation ou de ralentir la détérioration des articulations. Mais les médicaments contre l'arthrite peuvent être difficiles à comprendre et susciter des inquiétudes quant à leur effet sur la vie quotidienne. Aujourd'hui, Fabrice Simonet, pharmacien, répondra à plusieurs des questions que nous recevons sur les médicaments utilisés dans le traitement de l'arthrite. De nombreuses questions que nous avons reçues à l'avance portaient sur des thèmes similaires. Nous les aborderons donc en premier lieu avant de procéder à une session de questions-réponses à la fin. Pendant la séance de questions-réponses, nous tenterons de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Malheureusement, il n'existe pas de formule qui excelle pour tous, alors on ne pourra pas répondre à des questions très précises concernant le meilleur médicament pour votre état personnel. Mais nous espérons que ce webinaire vous donnera des outils pour discuter avec votre pharmacien et vos professionnels de la santé des options qui vous conviennent le mieux. Alors, tout d'abord, bienvenue à notre invité, Fabrice Simonet. Fabrice, l'arthrite de type inflammatoire a souvent des symptômes très différents. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer ce qui différencie les deux formes d'arthrite? Pour commencer, merci beaucoup Isabelle de votre invitation ainsi que à la Société Arthritique. Donc, c'est qu'avec un grand plaisir ce soir que je suis parmi vous et de pouvoir vous partager mon quotidien. Je suis une pharmacie qui a pris le parti de faire uniquement des médicaments biologiques et ce soir, je suis partager mon expérience avec vous. Donc, effectivement, nous allons commencer par un petit peu de vocabulaire. L'arthrose diffère-t-elle donc de l'arthrite? Effectivement, deux choses différentes, sinon ça s'appellerait pareil. Donc, un petit moyen mémotechnique. Tout ce qui finit par ose, souvent, ça montre un changement anatomique d'un organe. Arthrose, avec une modification de l'articulation, la cirrhose, l'ostéoporose, voire même la nécrose. La différence de tout ce qui finit par it, ça nous désigne une inflammation. Par exemple, l'arthrite, la gastrite ou la sinusite. Dans tous les cas, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir les précédents. Donc, effectivement, comme vous pouvez voir, les deux noms ne désignent pas la même maladie. Dans tous les cas, on ne parle pas, mais toutes ces arthrites sont toutes inflammatoires. Donc, par exemple, on a la polyarthrite rhumatoïde, on a la spondylarthrite ankylosante, on a l'arthrite psoriasique ou rhumatisme psoriasique comme certains l'appellent, l'arthrite juvénile idiopathique, l'arthrite goutteuse, il y a aussi le lupus, il y a encore bien d'autres types d'arthrites. Quelle que soit l'arthrite, un processus commun, c'est l'inflammation. Donc là, nous sommes dans le cas des maladies auto-immunes. Qu'est-ce que c'est qu'une maladie auto-immune? C'est un dérèglement du système immunitaire. Votre système immunitaire, au lieu de vous défendre, va s'attaquer à des cellules saines. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un cours d'immunologie, mais dans les cellules impliquées, on retrouve principalement
les lymphocytes B, les lymphocytes T, les macrophages ou les cellules dendritiques. Donc, le système immunitaire inné, c'est-à-dire qu'on a en naissant, ça s'active de façon aberrante. On a des molécules pro-inflammatoires de la famille des cytokines, comme l'interleukine, le TNF-alpha, qui sont produits de façon un peu anarchique, abondante, et du coup, ça favorise donc une inflammation, la synthèse de molécules toxiques, qui amène malheureusement à la destruction des articulations cas, quel que soit le type d'arthrite, c'est une origine donc auto-immune. Il peut y avoir plusieurs causes. Tout d'abord, une prédisposition génétique. Par exemple, la prédominance du gène HLA-B27 dans le cas de la spondylarthrite ankylosante. On retrouve aussi des déclencheurs environnementaux comme les infections, le stress. J'ai beaucoup de patients qui nous ont développé par exemple des maladies auto-immunes après un décès particulièrement brutal. Il peut y avoir aussi comme cause un dérèglement immunitaire. Dans tous les cas, il y a des symptômes communs, c'est-à-dire des douleurs articulaires et des gonflements, la raideur articulaire particulièrement le matin, la fatigue chronique qui peut être associée avec une fièvre légère, et il peut y avoir aussi, dans certains cas d'arthrite sévère, d'atteinte d'autres organes, comme le poumon, la peau, les yeux, le cœur, etc. D'abord aider à mieux comprendre l'arthrite de type inflammatoire et l'arthrose. Alors, une des questions qui nous est souvent posée, est-ce que les traitements utilisés pour les formes d'arthrite inflammatoire diffèrent de ceux qui sont utilisés pour l'arthrose? Et est-ce qu'on peut aussi utiliser les traitements de l'arthrite inflammatoire pour soulager l'arthrose? Alors, on va faire d'abord, avant de parler des traitements à proprement parler, j'aimerais d'abord commencer par les traitements non pharmacologiques. C'est quoi un traitement non pharmacologique? En gros, c'est un traitement qui n'utilise pas que des médicaments. Il n'y a pas que les médicaments. Déjà, ce qui est important aussi, c'est quand on a de l'arthrite, c'est de savoir les mouvements à éviter pour protéger ses articulations et répartir les forces. Par exemple, transporter ses sacs sur l'avant-bras ou dans le coude, ça donne moins de pression dans les mains. Dans tous les cas, je vous conseille d'aller sur le site arthrite.ca où vous trouverez plein d'astuces pour le quotidien, comme conduire sa voiture, jardiner, etc. On trouve aussi la rééducation, les orthèses et de l'arcothérapie, les exercices. Alors ça, c'est vraiment important c'est très facile à dire, je vous l'accorde, de savoir de continuer à utiliser ces articulations, car ça permet de maintenir les acquis et de maintenir la qualité de vie. Donc malheureusement, même si on a mal, il faut continuer à bouger. Ensuite, il faut faire des activités aérobies. C'est quoi des activités aérobies? C'est des activités un peu plus longues. Je ne demande pas à mes patients pour autant d'aller faire un marathon, mais c'est quand même important de faire de l'activité physique. Dans tous les cas, s'il y a des limitations de la vie quotidienne, il faudra aller consulter un physiothérapeute. Je voudrais faire une petite parenthèse. Pourquoi c'est important? Parce que souvent on dit, ben voilà, le surpoids ou l'obésité, ça favorise parce que on ménage moins les articulations, mais c'est pas que ça. D'obésité ou de surpoids, on a le tissu adipeux qui sécrète une molécule qui s'appelle l'adipine, et du coup qui est une molécule pro-inflammatoire, donc qui favorise l'inflammation. Donc c'est pour ça que dans le cas de poids, on a aussi une réduction de l'inflammation. Donc quand nos patients souffrent d'obésité, le fait de perdre du poids permet d'améliorer les symptômes. L'alimentation permet aussi de diminuer les symptômes de l'inflammation. En effet, l'alimentation, par différents mécanismes, serait responsable de l'augmentation de la perméabilité intestinale, de l'augmentation de la dysbiose intestinale, ça provoque des déficits nutritionnels et ça provoque une activation du système immunitaire et une augmentation de l'inflammation. Donc c'est pour ça que suivant le type d'alimentation, on peut aggraver l'inflammation. À l'heure actuelle, il y a de plus en plus de régimes qui sont étudiés donc, en rhumatologie qui souffrent d'arthrite. Par exemple, le jeûne, donc je ne parle pas du jeûne strict, mais du jeûne contrôlé. Donc, il y a eu à l'heure actuelle plus de 31 articles là-dessus. Et en fait, les patients avec le jeûne avaient une amélioration des marqueurs et de l'inflammation. Et cette amélioration, du coup, est rediminuée à l'arrêt du régime. Il y a eu aussi des études dans le cadre du régime paléo, de la diète méditerranéenne ou de la diète cétogène. Hop.
Maintenant, nous allons passer donc au traitement pharmacologique, donc les médicaments à proprement parler. Donc tout d'abord, contrôler la douleur. Donc on a les ANS, c'est-à-dire les anti-inflammatoires, que ce soit de façon orale ou locale, ainsi que l'acétaminophène, dont ou son petit nom le Tylenol. Il faut savoir qu'il n'y a aucun impact sur la maladie, c'est juste là pour soulager et couper les voies de la douleur. Et sinon, il existe des traitements plus de fond, comme les corticostéroïdes ou la cortisone, les agents antirhumatismaux modificateurs de la maladie, qu'on appelle aussi les ARMM, ou les traitements biologiques. Cortisone. Donc la cortisone, elle peut être utilisée dès le début, ou en cas de crise, en cas de poussée, ou entre deux traitements. La cortisone, c'est extrêmement efficace, voire même trop efficace. Ça diminue même la progression de la maladie. Le problème, c'est qu'avec la cortisone, il y a beaucoup d'effets secondaires à long terme et le sevrage est difficile. Dans les effets secondaires, on peut trouver l'ostéoporose, le risque d'ulcère, l'hypokaliémie, la poussée de poils, on peut avoir aussi l'apparition d'un diabète. Donc on voit vraiment que la cortisone, sur du long terme, peut dérégler tout le corps. Donc ensuite, nous avons les traitements antirhumatismaux. Hop, on va essayer de passer la diapositive. Parfait. Ou on appelle ça même les immunosuppresseurs, c'est principalement le méthotrexate, qui est toujours donné en première intention, ou le léflunomide. Donc le méthotrexate est toujours donné avec l'acide folique, jamais le même jour, parce que l'acide folique permettra de contrecarrer les effets secondaires du méthotrexate. D'ailleurs, le méthotrexate, on appelle ça l'antifolique. Le méthotrexate peut être utilisé seul ou en association, mais par contre, quand on prend du méthotrexate, il faut faire des prises de sang régulières, surveiller le foie, le rein et surtout faire attention si les valeurs augmentent. Et même, on a la sulfasalazine, toujours faire attention au soleil, et les antipaludéens comme l'hydroxychloroquine. À un moment, ça a été la pénurie quand on a eu soi-disant des études pour la Covid, mais maintenant, on peut le retrouver sur le marché, tout est correct. Donc les patients peuvent le reprendre sans aucun problème. Hop. Alors, je m'excuse. Merci beaucoup pour ces éclairantes informations. On a eu beaucoup de questions sur les médicaments biologiques qui sont utilisés pour plusieurs formes d'arthrite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Oui, bien sûr, bien volontiers. Donc, déjà, je voulais vous parler de qu'est-ce qu'un médicament biologique. J'ai entendu des patients me dire à la pharmacie, c'est super, mon médecin m'a mis des médicaments biologiques, c'est des produits naturels, c'est des plantes. Donc non, les médicaments biologiques, malheureusement, ne poussent pas dans les champs. Donc, les médicaments biologiques sont souvent produits à partir de cellules vivantes. C'est pour ça qu'on appelle des médicaments biologiques parce qu'ils viennent du vivant. Donc, on les reconnaît à leur terminaison. Donc, soit on a ceux qui finissent en AB, c'est-à-dire dans ces cas-là, ce sont des anticorps, soit alors ceux qui finissent par sept, c'est ce qu'on appelle des protéines de fusion. Donc là, ce sont les deux types principaux de médicaments biologiques utilisés dans le cas de l'arthrite. Donc ces médicaments biologiques, ce qu'on appelle aussi, sont tous des médicaments d'exception, des médicaments de spécialité, et sont tout le temps coordonnés par des programmes de soutien. Je voulais faire un petit rappel sur ce qu'est les programmes de soutien, parce que souvent les patients ne comprennent pas forcément quelle est l'utilité des programmes, donc c'est pour ça que je voulais revenir dessus. Donc souvent les programmes s'occupent de coordonner les represcriptions, d'avoir des clarifications médicales en cas de problème. Ils s'occupent aussi de faire les demandes aux assurances parce que c'est des médicaments qui ont besoin d'autorisation supplémentaire pour être acceptés. Ils permettent aussi de débloquer de la gratuité ou de la compassion. Ils permettent aussi de débloquer de l'aide financière si on n'a pas les moyens de payer sa franchise. Il y a aussi des suivis par un infirmier ou une infirmière. Ils s'occupent aussi de coordonner les rendez-vous en clinique ou de faire des enseignements. Dans tous les cas, je vous l'accorde, les programmes ne sont pas indispensables, mais ça facilite énormément le quotidien de nos patients. Donc ensuite, comment nos traitements biologiques agissent. Donc, on va commencer par la première catégorie qui sont les TNF-alpha. Donc, par exemple, c'est l'infliximab, l'adalimumab, l'étanercept, certolizumab et golimumab. Donc, leur mode d'action, c'est qu'ils bloquent l'action du TNF-alpha. Le TNF-alpha, c'est quoi? C'est une petite molécule pro-inflammatoire
qui est impliqué dans l'inflammation et la destruction du tissu articulaire. Ainsi, quand on bloque le TNF-alpha, du coup, on réduit l'inflammation et ainsi, on diminue la destruction articulaire et on a ainsi une amélioration des symptômes. Donc ensuite, on a d'autres types de médicaments biologiques qui sont les inhibiteurs des interleukines. Donc les interleukines, comme les TNF-alpha, sont des cytokines. Donc on a d'abord les inhibiteurs de l'interleukine 6, qui sont le tolicizumab et le sarilumab. Donc leur mode d'action, du coup, en bloquant l'interleukine, on bloque l'inflammation et on bloque le système immunitaire. Ainsi, on réduit l'inflammation et les symptômes articulaires. Ensuite, on a l'anakinra. Donc, lui, il bloque l'interleukine de type 1. Donc, lui, il est très particulier comme médicament parce que déjà, c'est des injections quotidiennes, alors que les autres, ça peut être des injections toutes les 2 semaines, toutes les 4 semaines, voire même toutes les 8 semaines. Et en même temps, lui, il a beaucoup d'autres indications que l'arthrite. Il peut être donné dans le cas de péricardite ou de fièvre méditerranéenne. Donc, lui, il est vraiment particulier. Il est souvent indiqué dans le cas d'arthrite sévère. En fait, on a aussi donc, les inhibiteurs de l'interleukine 17, qui sont le secukinumab et l'istizumab. J'ai toujours du mal à les prononcer, donc souvent je les appelle par leur petit nom, c'est-à-dire le Cosentyx et le Taltz. Donc, en inhibant l'interleukine de type 17, eux sont beaucoup plus spécifiques de l'arthrite psoriasique et de la spondylarthrite ankylosante. Ensuite, on a les inhibiteurs des cellules B. Donc, c'est les fameux lymphocytes B que je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on appelle aussi les anti-CD20. Donc, c'est le rituximab. Donc, le rituximab, lui, agit beaucoup plus haut dans la chaîne du système immunitaire, ce qui fait qu'il est beaucoup plus immunosuppresseur que les autres. Donc là, on cible vraiment les lymphocytes B. Donc, on diminue la production d'anticorps et on régule ainsi la réponse immunitaire. Ainsi, quand on élimine ces cellules, on diminue vraiment l'inflammation, les attaques auto-immunes contre les articulations. Donc, le médicament, la molécule de rituximab a beaucoup de biosimilaires, comme le Rituxan, le Ruxience, le Truxima ou le Riximio. Donc, ensuite, on a la costimulation des cellules T, donc c'est l'abatacept. Donc, lui, pareil, en bloquant la costimulation et l'activation complète des cellules T ou lymphocytes T, on bloque du coup un rôle clé dans l'inflammation auto-immune. En bloquant cette activation, le médicament réduit aussi la réponse inflammatoire. Et enfin, on a les bloqueurs de l'interleukine hop, de l'interleukine 12 et 23, numab. Donc, ces deux interleukines sont beaucoup plus impliquées aussi dans l'arthrite psoriasique et donc ça permet d'avoir une meilleure régulation de l'inflammation. Ce mode d'action est vraiment pertinent dans cette pathologie-là. Donc, quel que soit le médicament, on module le système immunitaire. Donc, on ne fait pas d'injection si on a de la fièvre ou si on est sous antibiotiques. Dans tous les cas, il faut toujours demander à votre pharmacien. Pourquoi? Parce que ça y est, votre pharmacien pourra vous répondre de savoir est-ce qu'on suspend ou pas l'injection. Et si on la reporte de quelques jours, comment on reprend notre calendrier d'injection? Suivant les molécules, des fois, on reprend notre calendrier d'injection comme si on avait pris la dose normalement, ou des fois, au contraire, il faut décaler les doses suivantes. Ensuite, ces médicaments sont aussi contre-indiqués avec les vaccins vivants, car comme on module le système immunitaire, on risque de développer la maladie. Donc, toujours bien rappeler au vaccinateur que vous prenez un médicament biologique. Donc, on le trouve principalement dans les vaccins rubéole, rayon, rougeole, certains vaccins du zona comme le Zostavax, la fièvre jaune et aussi la variole du singe. Pour la petite anecdote, j'avais un patient qui prenait un traitement biologique pour le psoriasis, qui a oublié de le rappeler à son médecin, à l'infirmière qui prenait un médicament biologique et qui nous a développé la variole du singe. Donc, ce n'est pas qu'une interaction théorique et c'est vraiment important de toujours vérifier son vaccin. Quel que soit le médicament biologique, ça rend inflammatoire. Mais juste pour clarifier, nos médicaments biologiques, ce ne sont pas des immunosuppresseurs, à part le rituximab. Le système immunitaire, il est là, il fonctionne, certes moins bien que la population générale, mais il est là et il fonctionne. Et enfin, dernière catégorie, qui ne sont pas vraiment des médicaments biologiques, mais dont je voulais vous parler, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de la Janus kinase, ou on appelle aussi ça les anti-JAK. C'est le tofacitinib, le baricitinib ou l'upadacitinib. Leur petit nom aussi, c'est le Xeljanz, l'Olumiant ou le Rinvoq. Donc, ce ne sont pas des molécules biologiques à proprement parler, mais ce sont des molécules synthétiques. Donc, ils agissent sur des voies intracellulaires impliquées dans la signalisation des cytokines, donc les fameux JAK.
Et ainsi, en bloquant ces enzymes, ils réduisent l'inflammation en inhibant la réponse de plusieurs cytokines pro-inflammatoires. Donc l'avantage par contre de ces médicaments aux autres, c'est que comme ce sont des médicaments synthétiques, ils sont tous sous forme de comprimés. Mais par contre, il faut bien penser à surveiller la fonction rénale ainsi que le cholestérol et les triglycérides où il peut y avoir des modifications. Merci beaucoup. On a déjà plusieurs questions, mais à date, ça va super bien dans le temps. On aura, je crois, pas mal de temps pour répondre aux très nombreuses questions qu'on a. J'aime beaucoup, beaucoup cette question-là, puis elle me semble particulièrement pertinente ce soir parce que je sais que le monde des médicaments contre l'arthrite évolue constamment. Alors, qu'est-ce qui vous enthousiasme dans l'avenir du traitement et des médicaments contre l'arthrite? Alors déjà, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment, je dirais pas un marché, mais un domaine médicamenteux vraiment en pleine extension. On est vraiment dans les traitements modernes. À l'heure actuelle, donc, dans les perspectives, on a déjà l'optimisation des thérapies existantes. C'est-à-dire qu'on fait des formulations améliorées, des versions optimisées des médicaments biologiques avec des demi-vies plus longues, permettant ainsi de réduire la fréquence des injections, améliorant ainsi l'observance du traitement pour les patients. Par exemple, le golimumab ou le Simponi, qui est un inhibiteur du TNF-alpha, se distingue par une administration mensuelle, au lieu d'autres médicaments qui s'injectent de façon hebdomadaire, bi-hebdomadaire ou, comme je vous disais tout à l'heure, de façon même quotidienne. Il y a aussi le développement des formes orales, donc notamment comme les anti-JAK, qui sont disponibles sous forme de comprimés. Donc pour les patients, notamment pour les phobiques des aiguilles, ça leur change la vie. Donc là, c'est une autre façon d'appréhender l'arthrite et de pouvoir la traiter. Aussi, dans l'optimisation, on arrive maintenant, avec les moyens modernes de fabrication, de fabriquer des molécules de plus en plus stables. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas si des patients l'ont connu, mais à l'époque, le TALS, ou même, par exemple, des biosimilaires de l'Humira, comme l'Irimose ou de la Lima, ont sorti des formules sans citrate. Le citrate, c'est quoi? C'est un conservateur. Et ce conservateur, du coup, il avait tendance, quand les patients s'injectaient, de brûler, de faire une sensation un peu de brûlure. Donc le fait d'avoir retiré ces conservateurs-là, ça a rendu les injections beaucoup moins douloureuses. Donc pour les patients, ça a été un sacré gain en termes de qualité de vie. Ensuite, on a l'accessibilité et la réduction des coûts, notamment avec l'apparition des biosimilaires depuis quelques années. Donc, les biosimilaires s'ouvrent une alternative beaucoup moins coûteuse aux médicaments biologiques originaux, ce qui rend ces traitements plus accessibles à un grand nombre de patients qui peuvent ainsi bénéficier de ces thérapies. Les biosimilaires, donc c'est un marché en pleine extension. En fait, un médicament biologique, quand il voit son brevet expirer, dans ces cas-là, il peut être entre guillemets copié, ce qui fait qu'on peut voir l'apparition de beaucoup de biosimilaires. Ainsi, un traitement, moins il est cher, plus il a de chances d'être couvert. Donc, c'est quoi vraiment un biosimilaire? Le biosimilaire, quelque part, c'est un peu comme un générique. Mais comme c'est fabriqué par des cellules vivantes, la copie, elle n'est pas exactement pareille. Donc, on ne peut pas copier exactement le vivant. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des biosimilaires. Mais dans tous les cas, il y a eu des études et l'efficacité donc est similaire aux médicaments originaux. Ensuite, on a de plus en plus les thérapies personnalisées, ce qu'on appelle la médecine de précision. Donc, on a les biomarqueurs et les tests génétiques qui jouent un rôle de plus en plus important dans le choix des traitements. Par exemple, l'identification des sous-types spécifiques d'arthrite permet de choisir le médicament biologique le plus adapté. Comme je vous ai expliqué au début en vous décrivant un petit peu tous les types d'arthrite, plus on sélectionne ou plus on est fin sur le type d'arthrite, plus on pourra cibler ça de façon intelligente. On fait aussi la stratification des patients. C'est une approche qui permet de personnaliser le traitement. Par exemple, en utilisant des biomarqueurs pour prédire la réponse à un inhibiteur TNF-alpha ou un inhibiteur de l'interleukine 6. Donc, à l'heure actuelle, par exemple, des tests de biomarqueurs de CRP ou des autoanticorps du facteur rhumatoïde ou antipeptine citrulée, ça permet de prédire donc une réponse aux inhibiteurs TNF-alpha comme l'adalimumab. De même qu'on essaie de voir à l'heure actuelle pour faire du profilage génétique pour prédire la réponse à l'abatacept, qui est un modulateur de la costimulation des cellules T. Ensuite, on a l'apparition de nouvelles classes de traitements biologiques. Donc, c'est ce qu'on appelle les thérapies géniques et cellulaires.
Donc, on a des approches innovantes comme la thérapie génique, c'est-à-dire la modification des gènes impliqués dans l'inflammation, ou les thérapies cellulaires, comme les cellules CAR-T qui sont modifiées. Et à l'heure actuelle, c'est en plein développement. C'est déjà utilisé en oncologie, et là, à l'heure actuelle, c'est encore en stade de recherche dans les cas d'arthrite sévère. On a aussi l'apparition dans les études d'anticorps bispécifiques, c'est-à-dire des anticorps qui pourraient cibler deux molécules différentes. Ainsi, ça pourrait offrir une action combinée. Donc, à l'heure actuelle, il y a des études sur des anticorps bispécifiques qui permettraient de cibler à la fois les TNF-alpha et l'interleukine 6, ce qui permettrait de réduire en même temps le nombre d'injections. On réussit de plus en plus pour optimiser les thérapies biologiques, c'est-à-dire en les associant. Par exemple, en associant les ARMM conventionnels, la combinaison de traitements biologiques avec des médicaments antirhumatismaux, notamment comme le méthotrexate, reste à l'heure actuelle une stratégie efficace pour renforcer la réponse thérapeutique. En même temps, par exemple, entre le méthotrexate et l'adalimumab, il y a une interaction médicamenteuse qui fait que le méthotrexate augmente la concentration en adalimumab. De même aussi, tout à l'heure, je vous parlais des anticorps bispécifiques, mais on peut aussi injecter deux médicaments biologiques, comme l'association d'un TNF-alpha et d'une interleukine 6. Il y a aussi des études pour associer un inhibiteur de l'interleukine 6 avec un anti-JAK. Et enfin, une amélioration de la sécurité et de la tolérance. Donc, on a les nouvelles générations de médicaments biologiques qui cherchent avant tout à minimiser les effets secondaires, être le plus spécifique possible pour de moins en moins jouer sur le système immunitaire et diminuer ainsi la baisse des défenses immunitaires. L'objectif est de rendre le traitement plus sûr à long terme. Ainsi, par exemple, le sarilumab, qui est un inhibiteur de l'interleukine 6, est étudié pour avoir un profil de tolérance optimisé. De même, de plus en plus, on essaie de mettre en place des stratégies pour monitorer les effets indésirables en temps réel, comme l'utilisation de dispositifs connectés ou de systèmes d'alerte basés sur les biomarqueurs, qui sont à l'heure actuelle en cours de développement. Donc, pour conclure, je vais vous donner quelques petits trucs sur les sur les médicaments biologiques. Donc, les médicaments biologiques, déjà, peuvent s'injecter de trois façons différentes. Donc, il peut y avoir donc soit la forme, ce qu'on appelle intraveineuse, c'est-à-dire c'est quand l'infirmière vous pose une perfusion, soit il y a la forme stylo ou auto-injecteur, c'est deux mots différents pour désigner le même dispositif, soit alors il y a la forme de seringue pré-remplie. Donc, quelques petites astuces. Donc ça, c'était un petit pamphlet qu'on avait fait avec un stagiaire qui était venu à la pharmacie. C'est si mes injections me font mal, qu'est-ce que je peux faire? Donc ça, c'était quelques petites astuces qu'on avait mis en place pour nos patients pour diminuer les douleurs. Donc déjà, pour diminuer la douleur, on peut mettre le produit à température pièce au moins une demi-heure à une heure avant. En effet, c'est toujours moins douloureux de s'injecter un produit à température pièce qu'un produit froid. Donc le fait de sortir un produit avant permet de contrôler la douleur. Aussi, si l'injection, on trouve ça un peu trop douloureux, on peut mettre de la glace 15 minutes avant pour geler la peau, un peu comme de l'EMLA naturel. Donc ça aussi, c'est possible. Ce qui est important aussi, c'est toujours choisir le bon site d'injection. Donc, traditionnellement, on peut s'injecter où? Donc à l'arrière du bras, mais ça, c'est pas forcément évident comme voie d'accès. Sinon, il peut y avoir le ventre, toujours en évitant la zone des 5 cm autour du nombril et la cuisse. Donc, par expérience, on sait que les sites les moins douloureux sont en général les sites du bas du ventre, c'est-à-dire en dessous du nombril ou la cuisse. Ensuite, dans les moyens pour rendre son injection moins douloureuse, c'est faire son injection le plus lentement possible. Le plus lentement possible, tout est relatif évidemment. Donc ça, c'est uniquement possible avec la seringue, parce que le stylo auto-injecteur, comme son nom l'indique, c'est auto-injecteur, donc tout est automatique. En tant que patient, on n'a aucun contrôle sur la vitesse d'injection. Tandis qu'avec la seringue, on peut s'injecter à la vitesse qu'on veut. Il y a des études qui ont montré qu'en général, s'injecter en une minute rendait l'injection moins douloureuse. Ensuite, donc, toujours varier les sites d'injection. Donc, notamment quand on a des injections quotidiennes, toujours avoir un minimum de 2 cm entre deux points d'injection. Et quand on choisit un site d'injection, on évite les peaux irritées, lésées, endommagées. On s'injecte toujours dans une peau saine. Et enfin, très facile à dire, mais rester calme et détendre le muscle. Effectivement,
Même nous, on le voit quand on aide nos patients à s'injecter, un muscle dur, tendu, etc. C'est toujours beaucoup plus douloureux pour s'injecter. L'aiguille a plus de mal à pénétrer que quand on est calme et détendu. Mon médicament biologique ne fonctionne plus. Comment cela se fait? Donc ça, malheureusement, c'est la première cause en général d'arrêt des médicaments biologiques. C'est le médicament qui ne fait plus effet au bout d'un certain temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre molécule biologique, votre médicament biologique, comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est une grosse molécule. Donc votre organisme, il reconnaît ça comme un corps étranger et donc il fait des anticorps anti-anticorps. Donc ça, malheureusement, à partir d'un moment où un médicament biologique ne fait plus effet, il n'y aura pas le choix de le changer. C'est pour ça que souvent on peut l'associer avec des molécules comme le méthotrexate qui ont tendance à diminuer les défenses immunitaires et donc du coup qui permettent de diminuer la résistance aux anticorps. Donc, en tout cas, une bonne nouvelle, les médicaments biologiques, bah, c'est un marché ultra rentable. Il y a beaucoup de fonds qui sont levés pour la recherche et le développement de nouvelles molécules. Donc, là-dessus, il y a encore beaucoup d'espoir. Régulièrement, à la pharmacie, on voit la sortie de nouvelles molécules. Donc, c'est pas parce qu'à l'heure actuelle, un traitement ne vous fait pas qu'il n'y a pas d'avenir et que vous serez toujours avec votre maladie. Donc, là-dessus, soyez rassurés, c'est vraiment un marché qui n'a pas dit son dernier mot. Merci infiniment. C'était super intéressant. Je rassure les gens, il y avait beaucoup d'informations et des mots un peu compliqués. Alors, vous allez recevoir demain en fin de journée une copie du webinaire, faire l'enregistrement du webinaire ainsi que les diapositives qui ont été présentées. Alors, Fabrice, je vous remercie infiniment. Première des choses. Là, on a reçu énormément de questions avant la présentation et pendant la présentation d'aujourd'hui. Avant de passer aux questions-réponses, je rappelle à tous que l'invité d'aujourd'hui ne peut pas poser de diagnostic ni vous fournir de renseignements personnalisés, mais nous vous recommandons de contacter votre pharmacien et votre équipe. Mais souvent, les gens disent ouais, j'ai pas vraiment d'équipe soignante. L'équipe soignante là, inclut définitivement et surtout pour vos médicaments, votre pharmacien, et médecin, rhumatologue, etc. Donc, vous avez parlé de perméabilité intestinale. Je commencer par ça. Est-ce que vous pouvez juste, on a eu vraiment plusieurs questions qui sont entrées. Est-ce que vous pouvez nous en parler très, très rapidement? Puis, je vais aussi inviter, on a eu un webinaire sur le microbiote intestinal, donc j'invite les gens à vérifier, à aller visionner ce webinaire-là aussi. Oui, il n'y a aucun problème, effectivement. Des fois, j'utilise des mots pas toujours. J'ai du mal un peu à vulgariser mon discours, donc je m'en excuse. Donc, la perméabilité intestinale, c'est quoi? C'est par exemple, on a certaines molécules, comme certains sucres transformés, le gluten, le lactose, qui ont tendance à faire des petites inflammations au niveau de l'estomac. Donc, du coup, les cellules ont tendance à s'écarter, et donc une partie de l'alimentation passe la paroi intestinale. Donc, c'est ce qu'on appelle la perméabilité intestinale. Et du coup, comme ces molécules passent, ça peut provoquer donc des inflammations. Donc, c'est ça la perméabilité intestinale. Et donc, le fait de faire certains types de régimes, on diminue cette perméabilité intestinale et donc on diminue l'inflammation. Parfait, je suis sûre que ça a éclairé plusieurs personnes. Une question qu'on a reçue puis que je trouve fort intéressante, c'est est-ce qu'il y a une différence entre l'acétaminophène, mieux connu sous le nom de Tylenol, douleur arthritique et ses autres formes, ou si c'est grosso modo la même chose? Euh, C'est c'est la même chose, oui et non. C'est-à-dire que dans tous les cas, vous avez du Tylenol, mais souvent, par exemple, de l'acétaminophène, mais par contre, souvent dans les formes arthritiques, on a une action sur 8 heures. Donc la journée, l'acétaminophène, c'est toujours maximum 1 gramme par prise et maximum 4 grammes par jour. Donc la journée, c'est pas un problème, on est réveillé, on peut prendre 2 à 3 fois de l'acétaminophène, c'est pas un problème. Mais par contre, le soir, se réveiller la nuit parce qu'on a mal, là, c'est un peu plus problématique. Donc, effectivement, le fait de prendre, par exemple, des formes arthritiques, donc une action sur 6 ou 8 heures en général, ça permet au moins de passer une bonne nuit. Et puis, la journée, on peut aussi le prendre, du coup, ça réduit le nombre de prises.
Donc, il y a une petite différence, c'est juste l'action qui est plus longue. Donc, soit on peut prendre des comprimés toutes les 4 à 6 heures, soit alors on peut prendre des formes à libération prolongée. Merci beaucoup pour ça. Euh, Est-ce que, en fait, je pense qu'une question là, qui est vraiment revenue souvent, est-ce que les médicaments sont, dans votre expérience, tous essayés dans un ordre précis? On va commencer avec les anti-inflammatoires, ensuite les anti-rhumatismaux, modulateurs de maladies, les biologiques, etc. Ou si un médecin peut être plus créatif et offrir différentes formes de traitement. Non, non, c'est pas très bonne parce on me l'a déjà posé encore aujourd'hui. Donc non, il y a quand même un ordre. Donc souvent, nos patients commencent par déjà de la cortisone. Pourquoi de la cortisone? Parce que c'est une action quand même relativement rapide. Donc c'est ce qui permet en gros de soulager plus rapidement le patient. Après, les médicaments biologiques, malheureusement, ça c'est dicté par les assurances. Mais pour avoir un médicament biologique, pour que ça soit remboursé par les assurances, souvent il faut passer par la case méthotrexate. C'est-à-dire que pour avoir accès à un médicament biologique, il faut avoir montré que le méthotrexate est inefficace ou provoque des effets secondaires, donc, ou le léfunomide. Donc ça, c'est souvent un passage obligé. Après, l'acétaminophène ou les anti-inflammatoires, ça, souvent, on voit moins passer dans les prescriptions parce que souvent les patients le prennent d'eux-mêmes en vente libre. Mais ça, c'est toujours ça, ça peut toujours être donné conjointement le temps d'avoir le plein effet du médicament. Parce que j'en ai pas parlé effectivement dans ma conférence, mais les médicaments biologiques, souvent, les premiers effets peuvent survenir au bout de 15 jours, 3 semaines, un mois et demi. Il faut quand même compter presque 2 mois et demi, 3 mois pour vraiment avoir le plein effet du médicament. Donc pendant ce temps-là, on a un patient qui souffre. Donc soit il est déjà il est sous cortisone, soit alors il continue son méthotrexate, même qui a une action incomplète, mais qui agit quand même, soit le patient a quand même des anti-inflammatoires. Donc pour résumer, pour résumer, donc il y a souvent des médicaments pour couper les voies de la douleur. Après, on commence par les ARMM et si c'est pas suffisant, ensuite on passe aux médicaments biologiques. Après, le médicament biologique sera souvent sélectionné en fonction du type d'arthrite inflammatoire. Merci beaucoup. Euh, les patients sont souvent réticents à prendre certains médicaments dont la monographie, souvent longue et peut être très épeurante, indique des effets secondaires comme le risque de cancer. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour nous rassurer par rapport à ces médicaments-là? Et est-ce qu'il y a une façon de lire la monographie sans faire des ulcères d'estomac? Alors moi, ce que je conseille souvent aux patients, c'est pas lire la monographie, parce que souvent, c'est lire la monographie avec les effets indésirables, c'est le meilleur moyen de tous se les trouver. Donc souvent, je conseille d'éviter de lire la monographie, mais c'est quand même bien, attention que les patients se renseignent, ça c'était un petit peu d'humour. Effectivement, quand on lit la monographie, ça peut faire un petit peu peur. Par contre, quand on voit les effets secondaires des médicaments biologiques par rapport aux ARMM, personnellement, je trouve que la liste est quand même beaucoup moins importante et les effets secondaires sont beaucoup moindres. Et effectivement, le cas de cancer, on en entend souvent parler. Il y a eu une étude en 2022 qu'on appelle l'étude KEDRA qui qui n'a pas montré forcément, qui a fait des études sur les médicaments biologiques et qui a fait une revue de la littérature et, euh, et le risque de cancer et il n'y a pas eu de lien avéré. En tout cas, pas de lien démontré parce qu'en fait, les maladies inflammatoires ont tendance déjà de base à augmenter malheureusement le risque de cancer. Donc, on n'a pas réussi à montrer si c'était la maladie ou si c'était le médicament. Donc, les effets secondaires, c'est recensé dans la monographie, mais à l'heure actuelle, le lien n'a pas été strictement démontré. Merci beaucoup. Je suis sûre que ça vient de rassurer plusieurs de des gens qui sont avec nous ce soir. Euh, Question très pratico-pratique. Est-ce qu'on devrait prendre des antidouleurs avant une activité physique ou le prendre après que maintenant une fois que ça fait mal? Alors, prendre des antidouleurs avant une activité physique, c'est à double tranchant. Effectivement, l'activité physique, c'est vraiment important.
parce que du coup, ça permet de maintenir notre état articulaire et de limiter la dégradation. Et donc, si on a mal, on a tendance à pas vouloir faire d'activité physique. Donc, effectivement, en prendre avant, c'est pas insensé, c'est pas aberrant. Par contre, le problème de prendre des médicaments antidouleurs, c'est que comme ça coupe la douleur, on a du mal à voir ses propres limites. Donc, on a tendance à se faire plus mal ou de faire des mouvements qu'on n'aurait pas fait, parce que la douleur, en fait, c'est un signal d'alerte pour dire qu'on dépasse un peu l'articulation. Donc, effectivement, en prendre avant, c'est bien, mais toujours garder à l'esprit de faire des mouvements adaptés et, euh, et de bien respecter l'amplitude de ces mouvements, de faire des actions douces, mais c'est pas parce qu'on a plus mal qu'il faut aller faire un marathon ou quoi que ce soit. Donc toujours faire des activités ménagères. Génial. Euh, on a eu beaucoup de questions sur le méthotrexate. Il y a beaucoup d'effets secondaires dans bien des cas. Est-ce qu'il y a une façon de diminuer les effets secondaires du méthotrexate? Certaines personnes peuvent parler entre autres de perte de cheveux, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire en aval? Alors déjà, le méthotrexate, c'est un antifolat, donc un antiacide folique. Donc déjà, c'est bien prendre son acide folique. Évidemment, il faut surtout pas le prendre le même jour que le méthotrexate, parce que si on prend de l'acide folique et un antifolique en même temps, on annule totalement les effets du méthotrexate. Mais par contre, les autres jours, c'est vraiment très important de prendre son acide folique, qui sera là justement pour contrecarrer les effets secondaires du méthotrexate. Sinon, on peut prendre aussi, suivant les effets secondaires, on peut prendre le méthotrexate au coucher. J'ai certains patients qui le prennent au coucher pour limiter justement le risque de nausée. Ensuite, avec le méthotrexate, il faut éviter, de toute façon, dans tous les cas, il ne faut pas fumer, pas boire, mais surtout avec le méthotrexate, parce que comme on est un métabolisme au niveau du foie, donc c'est en même temps, c'est là où on élimine l'alcool, on a vraiment un risque de surdosage en méthotrexate. Sinon, pour la chute de cheveux, malheureusement, ça, on ne pourra pas jouer sur le méthotrexate. Par contre, il existe des vitamines à côté qui peuvent aider pour la chute des cheveux. C'est principalement à base de biotine et de bépantène. Donc ça, on les trouve dans la plupart des compléments alimentaires pour les cheveux. Après, il peut y avoir beaucoup de molécules en plus, mais ce qui est vraiment important, c'est de la biotine et de la bépantène. Est-ce qu'il faut prendre de la médication biologique ou autre pour toute la vie quand on a une maladie, quand on a une des multiples formes d'arthrite de type inflammatoire? Malheureusement, oui, parce que les arthrites inflammatoires sont dues à une anomalie du système immunitaire et nos médicaments biologiques, c'est des anticorps. Donc, en gros, ça va faire une barrière. Le but des médicaments biologiques, c'est garder la maladie en silence. Ça va pas garder ça va pas guérir la maladie, mais ça va la garder en sommeil. Donc, effectivement, malheureusement, à l'arrêt du médicament biologique, il y a un risque que la maladie risque de revenir et donc sous forme de poussée. Donc, un médicament biologique, à partir du moment où on le commence, on est censé le garder à vie. On a aussi eu plusieurs questions là, sur les médicaments, les médicaments ou les produits naturels en vente libre comme le curcuma, l'oméga 3, le collagène, la glucosamine, le vinaigre de cidre, la vitamine D. Je, je- On a reçu une liste là, très intéressante de différents produits. Qu'est-ce que vous en pensez de ces produits-là? Est-ce que ça peut vraiment aider? Alors, contrairement à ce qu'on peut entendre, les produits naturels marchent, fonctionnent. Après, c'est comme tout, c'est à utiliser dans la bonne utilisation. Donc, je conseille toujours de faire attention avec les produits naturels. Pourquoi? Parce que souvent, il y a eu un manque d'études. Donc, on ne peut pas dire qu'il va y avoir des problèmes, comme on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Donc ça, c'est toujours le premier point. Donc déjà, au niveau des produits naturels, ce que je déconseille fortement, c'est toutes les plantes type échinacées, etc. En fait, qui sont des plantes qui sont réputées pour booster l'immunité. Parce qu'on a des maladies auto-immunes, donc avec une anomalie du système immunitaire. Après, on prendrait des plantes pour booster l'immunité et donc ça ferait mauvais ménage. Le curcuma, donc, il y a eu quelques études qui ont montré que c'était efficace.
Il faut éviter par contre les très hautes doses de curcuma parce que c'est pas parce qu'on en prend plus que ça va être beaucoup plus efficace. Il faut être patient aussi avec le curcuma. Il faut compter un minimum de 2 3 mois pour vraiment avoir les premiers effets. Et il faut faire attention aussi avec le curcuma, c'est-à-dire que souvent le curcuma est associé avec du poivre noir ou une molécule qui s'appelle la pipérine, qui elle et comme c'est du poivre, c'est un extrait de poivre, peut être irritant pour la paroi digestive. Donc, il y a des risques d'ulcère, et notamment si le patient prend des anti-inflammatoires. Donc, là-dessus, toujours faire attention. J'aurais plus tendance à conseiller du curcuma que du curcuma avec de la pipérine. Ensuite, pour les médicaments type collagène, glucosamine, chondroïtine, pourquoi pas dans ces médicaments qui sont réputés pour être minéralisants, la glucosamine, chondroïtine, ces extraits de cartilage. Après, ces médicaments sont traditionnellement plus utilisés dans le cas de l'arthrose, là où on a vraiment une déminéralisation de l'articulation, tandis que pour l'arthrite, je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément une efficacité ou une indication. Après, si le collagène est réputé pour donner un petit peu de souplesse à l'articulation. Oui, s'il y a une arthrose associée, mais dans le cas de l'arthrite, je ne vois pas trop l'intérêt. Dans tous les cas, ce qui est vraiment important, c'est, même si on souffre, c'est de ne pas prendre des doses aberrantes de produits naturels, mais toujours rester dans des doses recommandées ou des apports journaliers recommandés. Et toujours faire attention à la marque qu'on achète. Parce qu'il y a des marques avec des fabrications contrôlées, c'est-à-dire on a toujours, par exemple, le curcuma, la même dose de curcumine. Mais par contre, si, comme j'ai eu des patients qui m'ont acheté du curcuma au marché, là, non, vous n'êtes pas forcément le même dosage de molécules curcumine dedans. Donc, toujours faire attention à ce que vous achetez. Le curcuma, oui, mais sous forme de complément alimentaire et pas dans votre supérette. Euh, Plusieurs personnes ne peuvent pas prendre d'anti-inflammatoires pour différentes raisons ou d'ibuprofène. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut prendre pour soulager la douleur si dans le cas où est-ce les anti-inflammatoires ne sont pas pour nous? Ah. Si effectivement, il peut y avoir des contre-indications aux anti-inflammatoires, notamment si on a eu des antécédents cardiovasculaires, si on a d'autres traitements à côté qui interagissent, ou si on a eu des ulcères à l'estomac. Donc, il y a toujours l'utilisation de l'acétaminophène. Donc, comme on a parlé tout à l'heure sur le Tylenol arthritique. Il y a aussi les médicaments dérivés de la morphine aussi, ça peut être un peu fort, ça a tendance à endormir, mais à un moment aussi, quand on a besoin d'être soulagé, ben, il faut être soulagé. Donc, un patient, quelle que soit sa maladie, n'a pas le droit de souffrir. Donc, bien voir avec son médecin. Et si vraiment les anti-inflammatoires suffisent pas ou les antidouleurs comme l'acétaminophène, dans ces cas-là, il faut se faire prescrire des ARMM ou des traitements biologiques. Si le patient souffre, c'est qu'il faut trouver un médicament adapté. J'espère que plusieurs médecins sont à l'écoute en ce moment et vous ont entendu On dire arrive à ça. avoir un rendez-vous. Les médicaments biologiques doivent souvent être réfrigérés. Alors, quand on a à voyager, c'est souvent un enjeu. Est-ce qu'il y a des précautions qu'on doit prendre? Et est-ce qu'il y a d'autres précautions par rapport au soleil, à l'alcool, etc., qu'on doit prendre avec ce type de médicaments-là? Euh, Alors ça, c'est une bonne question parce que souvent, surtout en ce moment où on a beaucoup de nos patients qui vont passer quelques mois en Floride, donc c'est une question qui est très récurrente. Donc je vous dirais déjà, vous renseignez-vous avec votre pharmacien parce qu'on a des médicaments biologiques qui peuvent rester uniquement quelques heures à température ambiante. Mais à côté de ça, j'ai des médicaments biologiques qui doivent être conservés entre 2 et 8 degrés, donc sur des températures réfrigérées, mais qui peuvent être stables jusqu'à 30 jours à température pièce. Donc là, on a vraiment une stabilité du médicament et les médicaments biologiques n'ont pas tous la même stabilité à température ambiante. Donc là, si jamais vous devez voyager, je vous conseillerais vraiment déjà de voir avec votre pharmacien pour voir la stabilité de votre médicament. Il y a un petit truc aussi d'ailleurs, il y a la stabilité qu'on trouve dans la monographie, mais souvent quand on appelle les laboratoires pharmaceutiques, ils ont des études internes qui sont avec des stabilités qui sont souvent plus importantes que ce qu'on trouve dans la monographie. Donc là-dessus, n'hésitez pas à voir avec votre pharmacien justement pour voir le meilleur schéma. Dans tous les cas, si jamais vous voyagez en avion, il
faut toujours demander à sa pharmacie une copie de l'ordonnance avec une lettre pour voyager. Et je déconseille aussi, par contre, de mettre son traitement en soute, même dans une glacière, parce que souvent, il peut y avoir des variations de pression en soute dans les avions qui peuvent endommager le produit. Donc, je conseille plutôt de voyager avec une petite glacière et une lettre de voyage pour pas avoir de problème à la douane là-dessus. Sinon, quant à le soleil, il n'y a pas d'interaction à proprement parler. L'alcool non plus. Donc effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, les médicaments, donc les ARMM de première intention, qui sont le méthotrexate et les funomides, eux sont à éviter avec l'alcool, car ils sont dégradés par le foie comme l'alcool. Donc du coup, l'interaction a tendance à rendre plus malade et être à long terme dommageable pour le foie. Par contre, même si en tant que pharmacien, je ne peux pas vous conseiller de boire, et il n'y a pas d'interaction à proprement parler entre les médicaments biologiques et l'alcool. On a reçu vraiment, vraiment beaucoup de questions, alors je vais essayer de, de- d'en prendre deux ou trois de plus là, avant la fin du webinaire. Euh, Est-ce qu'il y a une durée particulière où est-ce qu'on peut prendre des anti-inflammatoires? Et on nous a posé aussi souvent la question, est-ce qu'il y a une durée pour je suis désolée, la cortisone ou la prednisone? Est-ce qu'il y a comme une période où est-ce qu'on devrait arrêter? Euh, Alors, les anti-inflammatoires, donc c'est vrai qu'effectivement c'est du ponctuel, donc on évite d'utiliser sur le long terme, même ceux de la famille des célécoxibes, des coxibes comme le célécoxib ou le célébrex, qui sont réputés pour être moins ulcérogènes, mais il y a quand même des risques d'ulcères, de maladies cardiaques, donc ça c'est à éviter. Sinon, la cortisone, déjà, c'est très important de suivre le calendrier souvent qui est fourni par votre pharmacien. Au-delà de 3 semaines de 15 jours, 3 semaines de cortisone, il vaut mieux, comment dire, on sera obligé de faire des doses décroissantes, c'est-à-dire arrêter progressivement. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'avec la cortisone, le problème c'est que le sevrage est difficile pour éviter de faire une insuffisance surrénalienne et de faire un effet robot. Donc la cortisone sur le long terme a beaucoup d'effets secondaires. En général, on évite des croissances comprises de dépasser les 3 mois pour limiter le plus possible les effets secondaires sur le long terme. On parle beaucoup de pharmaciens. Vous êtes pharmacien vous-même. Euh, on peut poser nos questions à un pharmacien. Est-ce que vous avez des recommandations sur qu'est-ce qu'on devrait demander à un pharmacien? Est-ce qu'on devrait parler, prendre rendez-vous avec notre pharmacien quand on a des questions par rapport à nos médicaments? Donc, qu'est-ce que vous voudriez demander à votre pharmacien? Ben, je dirais tout ce qui vous passe par la tête. Il n'y a pas de question, comme je dis toujours, il n'y a pas de question bête. Ce serait dommage. Des fois, on peut avoir l'impression d'avoir une question bête et puis finalement, c'est vraiment des bonnes questions, donc n'hésitez pas à poser les questions et prenez rendez-vous avec votre pharmacien, échangez et posez toutes les questions jusqu'à ce que soyez totalement convaincu de la réponse. Donc là-dessus, il ne faut pas hésiter. Quant à l'histoire de prendre rendez-vous, les médicaments biologiques sont quand même des fois des médicaments compliqués. Donc si votre médecin, si votre pharmacien, vous le prenez au dépourvu et que vous arrivez avec votre liste de questions de 3 pages, je ne sais pas s'il pourra tout de suite y répondre, mais en tout cas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et lui donner à l'avance un petit peu les questions parce que des fois, on ne peut pas être au courant de toutes les études. Il y a des études qui sortent régulièrement. Nous, on va tout le temps sur PubMed justement pour essayer d'être à la pointe. Mais n'hésitez pas en tout cas à solliciter votre pharmacien et à prendre rendez-vous pour lui poser toutes vos questions. Et en même temps, profitez-en avec votre pharmacien. Le fait d'avoir des médicaments biologiques vous rend éligible, notamment avec le protocole d'immunisation Québec, à recevoir beaucoup de vaccins gratuitement. Donc là-dessus aussi, parlez-en avec votre pharmacien pour faire une mise à jour de tous vos vaccins avec les protocoles. Voilà. Vous venez
de m'apprendre ça. Et on parlait de trucs pour diminuer la douleur pour les injections. Mon truc à moi, c'est de la faire faire par quelqu'un d'autre. Celle-là, elle fait pas partie de votre liste. Mhm. Donc, Fabrice, je vous remercie vraiment infiniment au nom de la Société de l'arthrite et de tous les participants de ce soir. Je vous remercie de nous avoir offert tous ces conseils-là. Parmi ceux qui sont parmi nous ce soir, nous aimerions avoir vos impressions. Euh, Vous allez voir apparaître à votre écran un court sondage. Alors, je vous demande évidemment de répondre selon la question selon la réponse qui va représenter le mieux votre opinion. Alors, la question qui apparaît, c'est: je me sens mieux informée, outillée pour gérer mon arthrite après ce webinaire. Alors, vous avez le choix entre tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord ou tout à fait en désaccord. Pour ceux qui n'arrivent pas à répondre à ce sondage en ligne et qui aimeraient nous donner un commentaire plus complet, sachez qu'un sondage beaucoup plus étoffé vous sera envoyé avec l'enregistrement de cette présentation d'ici quelques jours. C'est super important pour nous que vous preniez le temps de répondre à ces sondages-là parce qu'on crée les webinaires en fonction de vos questions, de vos commentaires, de vos intérêts. Alors, n'hésitez pas à prendre le temps, soit de nous envoyer des courriels ou de répondre aux sondages. Soyez assurés qu'ils sont lus et étudiés. Je vous invite aussi, si vous souhaitez continuer la conversation, parce que j'ai vu que le clavardage avait été quand même très actif ce soir, je le voyais du coin de l'œil. Si vous souhaitez continuer la conversation, je vous invite à participer à nos groupes de soutien en ligne Aide-Entraide. Dans ces groupes-là, qui sont animés par de merveilleuses bénévoles, vous allez trouver un espace d'écoute, de partage pour tous ceux qui vivent avec l'arthrite. C'est pas un endroit où vous allez avoir des réponses à des questions comme les webinaires, mais c'est un endroit où est-ce que vous allez pouvoir partager entre vous, en personnes qui vivent la même réalité de l'arthrite, des trucs, des conseils. Parfois, juste de se sentir écouter, ça fait un bien fou. Alors, pour aller voir le calendrier, je vous invite à faire le arthrite.janeapp.com pour aller vous inscrire à une des séances. Et vous avez en priorité, le titre n'est même pas donné et on n'a pas encore exactement, on n'a pas encore non plus le lien pour vous inscrire, mais soyez à l'affût de votre boîte mail parce que le 3 décembre prochain, le conférencier, chroniqueur, radio-télé, physiothérapeute, auteur qui est très bien connu, Denis Fortier, va être notre invité pour parler de la gestion de douleur par le biais de l'activité physique et du mouvement. Alors, si vous avez des questions pour Denis, n'hésitez pas à nous les faire parvenir à questions@arthrite.ca. Alors, encore une fois, je remercie Pfizer ainsi que tous nos autres commanditaires de la série de webinaires Conversations sur l'arthrite qui ont rendu cette présentation possible. Et merci à Fabrice de sa présence avec nous. En mon Merci à nom, vous au surtout. nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres et nous vous souhaitons une excellente soirée.